Maintenant qu'on a pris conscience qu'on avait tous une tendance naturelle à la victimisation et qu'on a fait un bon ménage dans nos croyances, nos conditionnements, nos couches identitaires et nos masques, il est temps de prendre conscience qu'on a toujours le choix de réagir en fonction de nos schémas de pensée inconscients et donc automatiques, ou d'agir en fonction de ce à quoi notre âme aspire profondément. Imaginons que ton enfant manque de se faire renverser par une voiture en traversant la route. Si tu te dis putain de chauffeur de merde, il y a de fortes chances que ton émotion soit de la colère et que tu te mettes à traiter l'automobiliste de tous les noms. Regarder avant de traverser, là aussi il y a de fortes chances que ton émotion soit de la colère, mais dirigée cette fois contre ton enfant et il risque de se prendre la rouste de sa vie. Si tu te dis putain j'ai failli le perdre, il y a de fortes chances que ton émotion soit de la panique, que tu te mettes à trembler, à transpirer et à t'agiter dans tous les sens comme si tu étais poursuivi par un ours. Par contre, si tu te dis heureusement que la voiture a freiné à temps, là ton émotion sera de la gratitude et tu pourras répondre calmement aux besoins de ton enfant qui lui aussi a dû avoir très peur. Un scénario, autant d'émotions et de comportements qu'il y a de pensées. Nos émotions et nos comportements découlent directement de nos pensées. Si nos pensées sont inconscientes et donc automatiques, alors on réagit de manière inconsciente et automatique et on subit nos émotions et nos comportements. Pour ne plus subir nos émotions et nos comportements, il faut donc changer nos schémas de pensée automatiques. Autrement dit, reprogrammer notre mental. Nos pensées, notre mental, doivent être au service de notre âme, de qui nous sommes profondément, de ce à quoi nous aspirons profondément. Or, pour la plupart d'entre nous, c'est plutôt notre âme qui est au service de notre mental. Mon âme a longtemps été au service, pour ne pas dire esclave, des pensées que j'entretenais au sujet de la perfection. J'ai longtemps pensé que ma valeur dépendait de la perfection, ou de l'imperfection du coup, de ce que je faisais. Sauf que mon âme, elle, n'aspirait absolument pas à être parfaite. Mon âme aspirait à être libre, et les perfectionnistes pourront en témoigner, il n'y a rien de plus enfermant que le perfectionnisme. Lorsque j'ai commencé ma transition de la victimisation à la responsabilisation, j'ai pris conscience que contrairement à ce que je pensais, ce n'était pas à cause de mon père que j'étais perfectionniste. Je l'étais et je continuais à l'être, chaque jour un peu plus parce que justement, je pensais que c'était de sa faute et que je n'y pouvais rien. Le jour où j'ai compris que ce n'était pas de sa faute, mais de la mienne, parce que j'avais laissé mon ego se conforter dans cette posture de victime, j'ai pu reprendre le pouvoir et peu à peu remettre mes pensées au service de mon âme. Pour illustrer le combat intérieur qui se joue en tout homme, un vieil indien Cherokee explique un jour à son petit-fils : « Mon enfant, en chacun de nous persiste un combat entre deux loups. L'un représente le mal, il est fait de colère, d'envie, de jalousie, de tristesse, de regret, d'avidité, d'arrogance, de honte, de rejet, d'infériorité, de mensonge, de fierté, de supériorité et d'ego. L'autre loup incarne le bien, composé de joie, de paix, d'amour, d'espoir, de sérénité, d'humilité, de bonté, de bienveillance, d'empathie, de générosité, de vérité, de compassion et de foi. » Le jeune garçon réfléchit un instant à ce qu'il vient d'entendre et demande à son grand-père : « Grand-père, lequel des deux loups l'emporte ?» À sa question, le vieux Cherokee répond simplement : « Celui que tu choisis de nourrir. » On ne devient véritablement responsable que le jour où on comprend qu'on a toujours le choix. Le choix de nourrir un loup plutôt que l'autre, une pensée plutôt qu'une autre, et donc en cascade, une émotion plutôt qu'une autre et un comportement plutôt qu'un autre. C'est un fait, on ne choisit pas ce qui nous arrive. James Dean a dit « Puisqu'on ne peut pas changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles. » Peu importe ce qui t'arrive, tu as toujours le choix de te dire quelque chose qui va te soutenir dans l'épreuve que tu traverses, plutôt que quelque chose qui va t'enfoncer. Comme on l'a vu avec l'exemple de la voiture qui manque de renverser ton enfant, c'est toi qui choisis ce que tu perçois. C'est donc toi qui choisis la manière dont tu vas interpréter l'épreuve à laquelle tu es confronté. Mark Manson a écrit « C'est toi qui choisis la longueur de focale, la manière de réagir aux choses et la valeur que tu leur attribues. Dans l'évaluation de tes expériences, c'est toi-même et personne d'autre qui fixe le curseur. » À tout moment, tu peux déplacer le curseur. Ainsi, face à une épreuve, tu peux décider d'y voir une opportunité d'apprendre quelque chose, d'évoluer, de grandir, ou te contenter de voir là où les pertes associées à cette épreuve. Reprogrammer notre mental pour le mettre au service de notre âme est un processus qui prend du temps et de l'énergie. Beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Rappelle-toi de la métaphore de la fuite de ta baignoire. Prendre conscience que ton âme est au service de ton mental ne suffit pas à inverser la tendance. Et puis attends-toi à ce que ton ego résiste, lutte. Rappelle-toi, il a horreur de l'inconnu, alors il va tout faire pour te maintenir dans l'illusion que tu es victime et que tu n'as aucun pouvoir de décision sur ce qui t'arrive. Tu vas devoir faire l'effort, encore et encore, de le contourner pour déplacer le curseur afin de choisir de nourrir une pensée qui sera davantage au service de ton âme. Et ça, jusqu'au jour où tu n'auras plus d'efforts à fournir, plus de choix à faire, plus de décisions à prendre, parce que nourrir ton âme sera devenu aussi inconscient et automatique que l'est aujourd'hui le fait de nourrir ton ego. À la semaine prochaine et surtout n'oublie pas, prends soin de toi.